C'est parti. Ouais. Top. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance des mardis de la CIA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnes qui travaillent aux HCL et qui ont développé des plateformes qui pourraient être fort utiles pour vos projets. Donc, c'est Stéphanie Lyon qui va nous présenter la plateforme Colibri et Sophie Comte qui va nous présenter la plateforme Platine. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison de dire plateforme, mais on verra à la fin de la séance si j'ai eu raison. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions dans le chat de cette visioconférence. Et puis, donc on fera une première session de questions après la présentation de Stéphanie et une deuxième après la présentation de Sophie. Voilà, donc Stéphanie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter ce colibri. Et très joli diapo d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Stéphanie Lyon, je suis chef de projet de la plateforme du tiers-lieu ou du core lab de Colibri. Donc, un peu tous les termes peuvent être utilisés. Donc, Colibri, c'est un core lab virtuel qui favorise la recherche en imagerie et qui intégrera prochainement les données de biologie. Alors, l'équipe, actuellement, elle est composée de moi-même, de chef de projet de la plateforme, d'un data scientist, Pierre-Jean Lartaud, et on s'appuie également sur le pôle d'activité médicale d'imagerie de la cellule de recherche en imagerie médicale des HCL, qui sont composés de radiologues, d'ingénieurs et d'une coordinatrice. Donc, pourquoi Colibri ? Eh bien, l'évolution constante des équipements médicaux associés au progrès des systèmes informatiques plus rapides et performants génère de plus en plus de données de santé, notamment en imagerie. Donc, ces données massives sont d'une richesse remarquable pour le développement d'outils d'aide au diagnostic, au suivi des patients ou à la connaissance de nouvelles pathologies. Seulement, l'analyse de ces données massives implique de relever de nombreux défis en termes de traitement des informations, de mise en place d'infrastructures et aussi nécessite de nouvelles compétences et de nouvelles technologies pour traiter ces données massives. Alors, fort de l'expérience des HCL dans la structuration, l'organisation des bases de données sécurisées, de data science en imagerie et des succès obtenus en intelligence artificielle, eh bien, la direction de l'innovation des HCL a soutenu la création de cette plateforme Colibri, qui a d'ailleurs été lauréat de prix d'innovation. Donc, Colibri propose un service personnalisé pour organiser, structurer, sécuriser et surtout annoter les données d'imagerie pour les rendre exploitables pour vos projets de cliniciens, de chercheurs, mais aussi pour les industriels et les startups. Donc, Colibri, c'est plus qu'une plateforme, hein, c'est l'ouverture des ressources d'imagerie du 2e CHU de France et l'intégration progressive des données de biologie associées aux données d'imagerie. Donc, c'est aussi une équipe qui est dédiée pour l'examen de vos projets, la production de jeux de données et l'implication sur des co-développements algorithmiques. Donc, c'est un savoir-faire aussi reconnu du pôle d'imagerie pour identifier, collecter, structurer et annoter les données d'imagerie et s'impliquer dans des projets nationaux et internationaux. Enfin aussi, on s'appuie sur des partenaires de l'environnement clinique, de la recherche et de l'écosystème industriel. Donc, quelles sont les données mises à disposition par la plateforme ? Eh bien, c'est la richesse et la diversité des données d'imagerie contenues dans les 8 millions d'examens dans le PACS. Et donc, ces examens conservent aussi bien des examens de scanner, d'IRM, en passant par la médecine nucléaire. Donc, ces données représentent une base de données unique, tant pour les maladies communes que pour les pathologies les plus rares. Donc, ces données sont mises à disposition dans le cadre de projets nécessitant des bases de données conformes à la réglementation, des bases de données structurées seules ou annotées par les experts, des bases d'entraînement, de validation pour les développements d'algorithmes, de prototypes
ou encore des bases de données ou d'expertise pour l'évaluation, les tests et les études d'impact des outils développés par les cliniciens, les chercheurs académiques ou les chercheurs industriels. Donc, comme je vous le disais, un Colibri s'appuie sur plus de 10 ans d'expérience des HCL en termes de création de bases de données, de l'expérience acquise en data science et sur le développement d'algorithmes ou d'intelligence artificielle ou conventionnelle. On s'appuie également sur un vivier de plus de 100 experts, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, pour l'annotation, l'extraction ou le suivi des biomarqueurs nécessaires à la recherche. Et la plateforme aussi bénéficie du savoir-faire de la direction de l'innovation et de la direction de la recherche en santé pour la valorisation et la propriété intellectuelle, la gestion des financières et les aspects juridiques et réglementaires des projets. Et aussi, on s'appuie sur nos partenaires que sont Lyon Biopôle, Puvisalis, iCare Lab, qui pourront conseiller les gens qui font appel à la plateforme Colibri pour les accompagner et révéler le potentiel des résultats de leurs recherches. Et également, on s'appuie sur l'écosystème lyonnais en termes d'imagerie et de data science, que sont les laboratoires qui sont connus dans l'écosystème lyonnais, le CERMEB, Creatis, INRIA, etc. Alors, à qui s'adresse Colibri? Moi, j'ai déjà un peu répondu à la question. Donc, les prestations de Colibri sont destinées aussi bien aux industriels qu'aux chercheurs académiques ou HCL, ainsi qu'aux étudiants pour la réalisation de leur thèse. Juste un petit aparté sur le coût de la prestation de Colibri en fonction des industriels académiques ou porteurs. Le coût sera pas le même, et aussi on faudra réfléchir lorsqu'il y a un projet de nous contacter en amont pour qu'on vous fasse un devis lorsque vous allez demander des demandes d'aide à des ANR, etc., pour que ça fasse partie des prestations qui soient prises en compte dans le budget. Alors, pour parler concrètement, qu'est-ce que fait Colibri? Donc, je vais vous donner l'exemple d'un projet qui a été développé par la plateforme. Donc, l'objectif du client, qui était un client industriel, c'était de développer un outil d'intelligence artificielle qui permettait la détection de cancer du pancréas à partir de la lecture d'images de scanner. Donc, qu'est-ce qu'a fait Colibri pour ce client? Eh bien, c'était la création de la base de données. Donc, on a requêté, extrait du PACS 250 scanners avec un cancer du pancréas. On a également fait une requête et l'extraction des comptes rendus d'anapath réalisés sur ces patients. On a anonymisé et fait le contrôle qualité des données, structuré les données. On a veillé aussi à la gestion des aspects réglementaires. On a réalisé le devis, la déclaration de l'étude à la CNIL, l'information des patients, la contractualisation. Enfin, on a transféré les données à notre client. Et pour vous donner juste un coût de la prestation, le coût a été de 27 000 € hors taxe pour la réalisation de cette prestation pour cet industriel. Et un délai, donc à partir du moment où le projet a été contractualisé et le moment où on a transféré les données, il s'est passé à peu près 2 mois pour réaliser cette prestation, à savoir qu'il y a des délais qui sont incompressibles. Lorsqu'on fait appel à des données d'imagerie, eh bien, on va faire une information légale des patients qu'on utilise leurs données. Ils ont 1 mois pour déclarer leur opposition à ce qu'on utilise leurs données. Donc, il y a des délais incompressibles pour la réalisation des projets. Alors, quels sont les autres exemples de projets que l'on pourrait faire dans le cadre de Colibri? Eh bien, c'est des bases de données d'imagerie en vue d'un marquage CE d'un produit. On peut aussi solliciter des experts qui vont mesurer l'atrophie cérébrale, par exemple, avec une segmentation du cerveau,
des segmentations de lésions pulmonaires, l'extraction de biomarqueurs, ou encore réaliser la vérité terrain par les experts dans le but de développer des algorithmes d'intelligence artificielle. On peut même, à partir d'images segmentées, par exemple du scanner, demander à la plateforme Colab 3D de faire une impression 3D du modèle morphologique qu'on aura pu produire avec les images de scanner, par exemple. Ou tout simplement fournir des bases de sujets sains, donc ça pourrait être des bases contrôle pour des études. Voilà à peu près ce que vous donnez un exemple de ce que pourrait réaliser Colibri. Donc, juste pour rappel que c'est une équipe qui est à votre écoute. Lorsque vous nous faites part d'un projet, eh bien, on va vous demander de remplir un formulaire qui va permettre d'exprimer la demande et voir si, et qui va permettre de voir aussi la faisabilité du projet. Est-ce qu'on a les experts? Est-ce qu'on a les demandes? Est-ce qu'on a les données pour réaliser votre projet? Et puis, il y a un point de contact, hein, c'est l'adresse internet qui figure sur l'écran, mais aussi vous pouvez vous renseigner sur la plateforme, sur le site internet TeamHCL, plateforme Colibri, ou via le lien LinkedIn qui apparaît à l'écran. Donc voilà l'étendue de ce que peut faire Colibri. Donc je vous remercie de votre attention pour avoir expliqué, pour expliquer ce que fait cette plateforme. Donc à présent, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, du coup, les questions, c'est moi qui m'en fais le porte-parole. Donc, si l'auditoire a des questions, il faudra les mettre dans le chat. Déjà, bravo hein, pour la mise en place de ce collab, c'est ça Core Lab, oui. Core Lab, pardon. Plateforme, peu importe. Bravo. Moi, je travaille dans la biologie, et notamment dans l'analyse d'images de cytologie, mais j'ai des collègues en anapath, en immunologie qui ont aussi des images. Est-ce que vous pensez étendre les ressources de Colibri aux lames numérisées, aux tracés d'électrophorèse, aux images de cytologie? Absolument, oui, là on s'appuyait sur déjà un savoir-faire qui était existant, mais qui faisait partie de plusieurs entités au niveau des HCL. Et là maintenant, c'est un guichet unique, les Colibri pour des bases de données d'imagerie. Oui, on souhaite étendre les prestations de Colibri à des données de biologie. Alors là, après, ça demande la mise en place d'infrastructures qui sont pas encore mises en place aux HCL, notamment des numériseurs de lames d'Amnapat, etc. Mais ça fait l'objet d'un projet et de réflexion de la part de la direction sur cette direction de l'analyse des données de biologie, oui. Ok. J'avais une autre question aussi sur le consentement. Donc, vous avez évoqué le projet sur le cancer du pancréas où vous avez expliqué qu'il y avait un besoin de retourner aux patients. Est-ce qu'il y a certaines images où l'anonymisation et la non-opposition à l'utilisation des données des patients, qui est, je pense, demandée systématiquement dans la notice d'information des patients qui consultent aux HCL, est-ce qu'il y a des projets où cette non-opposition peut suffire? Absolument, oui. Lorsqu'il s'agit de bases de données rétrospectives, eh bien, elles sont, on va dire, pseudonymisées. Alors, la frontière est un petit peu ténue entre les deux. Et une seule information du patient que l'on va utiliser les données suffit, à condition que l'on n'ajoute pas à ces données trop de données identifiantes, parce que c'est le cas aussi dans certaines études, on veut les imageries, mais aussi on veut des données cliniques associées. Et si les données cliniques associées sont trop identifiantes, eh bien là, on demande l'avis au DPO qui fait une analyse de risque, une analyse d'impact concernant la confidentialité des données des patients. Ok. Et j'ai une autre question aussi, peut-être un petit peu plus technique. Est-ce que vous avez aussi les clusters de calcul et les ressources de stockage en dehors du PAX pour faire tourner les algos de machine learning et tout ça? Ou est-ce que vous fournissez uniquement des datas et après on doit se débrouiller pour trouver une architecture informatique qui permet d'analyser ces datas? Ouais, c'est une bonne question, hein. Alors,
Oui et non. Alors, pour nous, on développe également, hein, on peut nous demander de développer des algos d'intelligence artificielle. On a nos propres machines avec l'infrastructure et les ressources qui vont bien pour réaliser ce genre de prestations. En revanche, on ne sera pas, on ne proposera pas de louer des serveurs ou de louer des machines pour faire tourner les algorithmes des personnes tiers, en fait. Non. Ok. Mais Mais, mais, pour mais, quelqu'un qui mais travaille aux HCL, qui a une banque de données d'images et qui aimerait bien, par exemple, en faire de l'IA pour améliorer ses pratiques, il peut vous contacter. Éventuellement, vous pouvez l'aider aussi à développer, non seulement à mettre en œuvre sa base de données, mais aussi à développer les algorithmes qui vont avec, quoi. absolument, ouais, ouais. Ok. On peut aider, mais en aucun cas, on ne pourra stocker la base de données d'imagerie de personnes HCL ou académiciens ou académiques ou industriels, hein. Ok, On n'a ok. pas de serveur adéquat pour ça, en fait. Ok. Et juste le seul prix que j'ai entendu, c'était 27 000 euros pour un industriel, hein, pour des données très précises pour un industriel. Un ordre de grandeur des montants de financement qu'il faut trouver pour venir vous solliciter quand on est chercheur aux HCL? Ah, je vais avoir beaucoup de mal à répondre à votre question parce que il y a le nombre de données que vous souhaitez. Mhm. Donc, si c'est des examens qui sont plutôt faciles à trouver ou pas, la pathologie, si elle est rare ou non, l'expertise médicale, à quel point on va demander à un radiologue de segmenter une lésion. Si ce sont de toutes petites lésions multiples pour un patient, Mhm. ça va représenter beaucoup d'heures de travail. Donc, tout ça, c'est proportionnel D'accord. un petit peu à la tâche. Et ensuite, effectivement, il y a le service de valorisation des HCL qui regarde aussi les données que l'on fournit. Si ce sont des données qui sont plutôt rares ou plutôt communes, eh bien, il va y avoir la prise en charge de ce facteur pour établir le prix de la base de données quelque part. Ok. Et puis, donc, j'ai une dernière question. Donc, là, en gros, il faut vous contacter si on a des idées et qu'on a envie de travailler. Absolument. Ouais. Ouais, Et, et c'est bien de nous contacter bien en amont parce que bien souvent, quand on a un projet de dépôt d'ANR et on souhaite acquérir des bases de données, bah déjà de le mettre dans le budget de l'ANR, bien ça sûr. évite. Et après, concernant le personnel HCL, eh bien, oui, qui nous contacte, qu'on regarde comment on peut leur venir en aide, etc. En revanche, à partir du moment où ça dépasse un grand nombre d'images, là, la plateforme, elle ne peut pas aider gracieusement tous les personnels HCL qui veulent constituer des bases de données, quoi. Donc, Bien sûr. on va dire que c'est un peu au cas par cas. Si c'est juste une étude de faisabilité sur 10 cas, on peut donner un coup de main, effectivement. Ok. Alors, il y a une question qui est combien de personnes êtes-vous et où? Donc, vous êtes, j'ai compris, 2 temps plein plus une équipe de radiologues expérimentés dans le domaine. Absolument, c'est ça, ouais. On est 2 temps plein, donc moi-même Et, chef de projet, Pierre-Jean Lartaud qui est data scientist qui développe justement pour certains les outils d'intelligence artificielle si besoin ou d'autres algorithmes ou peut-être même des interfaces, hein, pour les projets. Et puis on s'appuie effectivement sur la cellule de recherche en imagerie des HCL où là, il y a un vivier d'experts médicaux et paramédicaux sur lesquels on s'appuie pour réaliser les annotations des images. ok. Il y avait d'autres questions de Monsieur Rioux, mais vous y avez un peu répondu par anticipation. Et ma toute dernière question, souvent quand on développe de l'IA, ça marche bien. Et puis quand on passe à une cohorte externe, ça commence à parfois complètement moins bien marcher. Est-ce que vous avez des collègues qui ont développé une telle plateforme, par exemple à Toulouse ou à La Paix ou à Marseille, dans des gros CHU? Est-ce que vous avez un réseau de colibris, je ne sais pas comment on appelle ça, Ouais. qui permettrait Alors, justement d'avoir ces cohortes externes en fait? d'accord. À notre connaissance, il n'y a pas de plateforme similaire à Colibri ailleurs en France.
En revanche, c'est une bonne remarque ce que vous faites. Et effectivement, on essaye d'entraîner les algos avec une diversité de données, de constructeurs, d'épaisseur de coupe, etc., qui permettent de rendre l'algo le plus robuste possible. En revanche, il se peut que effectivement ça fonctionne un petit peu moins bien sur d'autres données d'imagerie. C'est pour ça qu'aussi on propose une prestation d'évaluation en routine clinique d'un outil qui pourrait être développé par exemple par un industriel de détection automatique de lésions pulmonaires. Il a développé son algo, mais il veut savoir si en routine clinique, comment se comporte l'algo. Eh bien, nous, Colibri peut proposer ce service d'évaluation et de retour aussi des cas pour lesquels l'intelligence artificielle se serait plantée, hein, et puis pour permettre aussi aux industriels d'améliorer plus leurs algorithmes. Donc ça, c'est un Donc service là, qu'on propose également, c'est quasiment de d'évaluation l'essai et de clinique, test. quoi. Ouais. En routine clinique, oui. Ok, ok. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que vous allez sans doute être contacté par plein de gens. Enfin, j'espère. Ben, moi aussi, j'espère, on est là pour ça. Et puis, enfin, vous êtes 2 ETP, c'est pas non plus énorme. Donc, si plein de gens vous apportent des financements pour développer des projets, on peut espérer que ça s'étoffe. Enfin, à mon avis, c'est Ouais. vraiment une direction intéressante pour notre. Ouais, je tiens juste à signaler, oui, vous dites qu'on est très peu nombreux, mais comme je le disais dans la présentation, on a eu le soutien de la direction de l'innovation pour lancer la plateforme avec un financement. Et bientôt, donc ça fait tout juste un an que la plateforme existe, donc il a fallu créer l'offre de service, contacter les différents clients ou chercheurs qui seraient intéressés, etc., développer des projets. Et ensuite, le but, c'est que effectivement la plateforme Colibri s'autofinance, hein, Elle s'en envole. avec les projets. Ok. Ben, merci beaucoup. Je pense que c'était important de pouvoir présenter cet outil. Enfin, c'est plus qu'un outil, mais pour que tout le monde soit au courant que vous existez et puis éventuellement vienne vous solliciter. Je pense que j'ai déjà plusieurs idées, moi. Très bien. Merci. On va du coup passer la parole à Sophie Comte qui va nous présenter du coup une autre plateforme. Alors, je n'ose pas trop dire plateforme ou tiers lab ou je sais pas quoi, qui s'appelle Platine. Bonjour. Bonjour. C'est Je suis en bon, train on de voit juste. vos diapos. Parfait. Oui, j'essaie de. Plateforme. Alors, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir présenter Platine aujourd'hui. Donc, oui, Platine, à l'origine, le nom vient de Plateforme d'innovation environnement santé. Aujourd'hui, on parle plus de tiers-lieu d'expérimentation que plateforme, mais bon, les deux choses sont complètement aujourd'hui interchangeables. Juste pour introduction, Platine, c'est aussi un projet qui est soutenu par la Direction d'innovation des HCL. C'est un projet qui a été lauréat d'une appel à projet d'innovation en 2022. Donc, ça fait depuis janvier 2022 que Platine existe en réel. Aujourd'hui, moi, je m'appelle Sophie Comte, je suis la chef projet responsable pour les opérations de Platine tous les jours et puis son développement, sa structuration. Et je travaille aussi avec Clément Laborde. Peut-être certains de vous connaissez Clément Laborde. C'est un ingénieur informatique qui est partagé entre Platine, la direction d'innovation, et la direction des services numériques des HCL. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est deux. Moi à plein temps et Clément, la plupart de son temps, c'est sur ce plateforme parce que bien évidemment, nos projets sont les innovations numériques. Dans les systèmes informatiques hospitaliers, bien sûr, on appuie beaucoup sur l'expertise et les ressources de la DSN. Voilà, donc je vais commencer. La structure de cette introduction aujourd'hui,
Je vais vous présenter qu'est-ce que ça veut dire un tiers-lieu d'expérimentation pour que vous compreniez un peu les grandes lignes de notre activité, nos missions. Le périmètre spécifiquement de Platine aujourd'hui, sur quel type d'innovation numérique on va focaliser, le processus structuré de comment on évaluer la faisabilité de mettre en place un projet et puis construire l'accompagnement sur mesure. Comment on est en train de construire notre offre de service parce que ça fait juste 1 an qu'on existe vraiment et donc on a tout à mettre en place au niveau de qu'est-ce qu'on va proposer comme accompagnement et livrable pour nos clients. Clients internes, clients externes, comment on va construire notre modèle économique hybride durable. Et puis, je vais faire un petit peu des infos sur les segments marché numérique en santé. J'ai les diapos. OD, OK. Donc, commencer pour pourquoi les tiers-lieux d'expérimentation numérique en santé. Juste pour que vous savez, le gouvernement français est en train de mettre en place les tiers-lieux d'expérimentation des innovations numériques en santé via un appel au projet et un financement qui va durer 3 ans. À savoir que Platine, on a proposé une candidature pour cet appel à projet et nous sommes, on a passé le premier on va dire, examen, notre dossier a été reçu et validé. Alors, on n'a pas un très bon réseau aujourd'hui aux hospices. Et Sophie, on vous entend plus. Olivier? Oui, je suis là. Ouais. Effectivement, j'ai peur que le réseau de Sophie n'ait sauté et qu'elle ait quelques petites coupures intempestives. C'est pour ça qu'on la reçoit plus. Okay. Ce qui me paraît fort étonnant parce qu'en étant chez elle, normalement, elle devrait avoir quelque chose de tout à fait. Ah oui, pas la faute des hospices pour le coup. Non, ouais. non, 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 puisqu'elle m'a prévenu par mail tout à l'heure qu'elle rentrait chez elle parce que justement, elle avait de gros soucis de connexion au HCL. Donc, bon. Je suppose qu'il y a dû y avoir une baisse de réseau chez elle également. Allô, bonjour, je suis super. revenue. Oui, je suis désolée, hein, je ne sais pas. Non, c'est un problème de réseau probablement. Du coup, on voit là votre écran, je crois. On revoit votre diaporama, Madame Comte. Si vous pouvez enlever la fenêtre de la vidéo et puis le remettre en plein écran et on pourra reprendre. OK, ça marche. Merci. Allez, on recommence. Welcome back. Je ne sais pas où ça a coupé en fait, donc. À votre diapositive sur ce que c'est qu'un tiers-lieu. Oui, OK. Donc, je pense qu'on est bon là. Hop. C'est tout bon pour nous. OK. Vous pouvez y aller. C'est tout bon. Bon, allez, je vérifie le temps. Voilà, OK. Alors, peut-être il y a des gens dans l'audience qui vont reconnaître un petit peu ce diapo parce que je l'ai emprunté de mon collègue Jean-François Menudet qui est chef projet de Station H, qui est notre plateforme. Et je trouvais ce diapo très bien parce que ça explique bien le problématique. Oh, pardon. C'est que, pareil que le robotique, les innovations numériques rentrent à l'hôpital, souvent, tardivement, lors d'une étape d'évaluation clinique ou lors d'un achat, un appel à manifestation d'intérêt, et les fournisseurs soumettent leurs offres dans les lots et que les offres sont sélectionnées et hop, une nouvelle solution numérique est adoptée ou acquérie, etc. Le problème, c'est que parfois, ça ne correspond pas exactement aux besoins des usagers ou l'environnement pour lequel il a été développé. Donc, avec la plateforme Platine, au tiers-lieu de Platine, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place les accompagnements de projets qui sont tout au long des phases de l'innovation. Donc, à Platine, on va faire en sorte d'accompagner les projets lors des phases idéation,
donc en mettant les créateurs de solutions en lien avec les usagers ciblés, que ce soit les professionnels de santé, les patients ou les aidants, pour mettre en place les ateliers, etc., de analyse des besoins, focus group, que ces personnes puissent partager aussi les phases de prototypage. Ça s'appelle la participation de prototypage. Les évaluations des prototypes, les minimum viable product, et puis après, ben, ça passe à une évaluation clinique suivant, et puis ainsi de suite. Donc, Platine, on est vraiment une tiers-lieu qui va accompagner tout au long de la chaîne d'innovation pour que les solutions numériques en santé sont mieux adaptées pour les usagers et sont adoptées plus facilement et utilisées en routine. Au niveau de la périmètre de Platine, on va travailler sur les projets qui sont pas seulement utilisés dans les hôpitaux, donc pas les solutions numériques uniquement pour l'usage en hôpital, mais on va se positionner, on va proposer des services qui mettent ensemble les usagers professionnels de santé hospitaliers et aussi hors de l'hôpital, dans les maisons de santé, dans les professionnels de santé libéraux, dans les EHPAD, dans l'hôpital à domicile, quand le parcours de soins nécessite ou est en longueur l'hôpital, ville, domicile. Okay. Donc, c'est quoi un tiers-lieu d'expérimentation? Pour répondre à cette question, c'est une plateforme qui permet à mettre en place un processus structuré pour l'évaluation des solutions numériques. Et dire évaluation, c'est très important parce que sur Platine, on n'est pas là pour mettre en place la recherche clinique. Il y a beaucoup des équipes, des spécialités aux Hospices civils de Lyon qui ont une expertise dans la recherche clinique. Nous, on est vraiment sur l'évaluation usagère, évaluation dans l'impact organisationnel, etc., des solutions numériques, et la recherche clinique, c'est autre chose. Donc, on est là pour évaluer la faisabilité de mettre en place un projet d'expérimentation. Donc, on a les partenaires qui peuvent nous aider. On a beaucoup des expertises, des interfaces avec les expertises des Hospices civils de Lyon pour regarder si ce projet est faisable. Et quand je dis faisable, au niveau de la complexité et au niveau de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir tester une solution. Par exemple, on a parlé du serveur, etc., des données, accès aux données, toutes ces questions-là qui sont évaluées en amont pour regarder la faisabilité. On peut aider à trouver les réformes médicales et les terrains d'expérimentation. Bien sûr, ces expérimentations doivent avoir un sens auprès des usagers. On peut être sollicité par une entreprise qui souhaite tester une solution numérique. Si on n'arrive pas à trouver le besoin et l'équipe médicale qui trouve un intérêt à tester pour qu'on puisse développer les valeurs partagées, ben, on ne va pas pouvoir mettre en place l'expérimentation. Il faut que c'est vraiment gagnant-gagnant. On peut aussi imaginer des projets de co-construction. Donc, carrément, on est partenaire dans le co-développement d'une nouvelle solution si ça n'existe pas déjà sur le marché ou en cours de développement. Et on peut faire ça avec nos partenaires industriels, aux HCL ou en dehors des HCL. On a une obligation de valoriser et de partager les résultats des expérimentations. Bon, bien sûr, certains résultats vont être confidentiels, mais par rapport à la méthodologie qu'on va développer pour pouvoir expérimenter, les bonnes pratiques, les grandes lignes des résultats, ben ça, on peut partager avec les publications, avec participation dans les congrès. Et si on est financé par l'État pour monter notre tiers-lieu, on va travailler avec d'autres tiers-lieux aussi pour le partage des méthodologies, des expériences et des résultats. Donc, au niveau de le périmètre, voilà. Excusez-moi, j'allais trop vite. Donc, comme j'ai expliqué, aujourd'hui, les périmètres de Platine, on a dans une optique d'avoir un périmètre assez précis, c'est que nous souhaitons tester, expérimenter les solutions numériques qui sont vraiment utilisées, déployées sur les terrains hospitaliers, dans les soins non programmés et les soins non programmés ville et domicile.
Donc, les soins non programmés, c'est les soins d'urgence, de médecine d'urgence, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en ville, et tout ce qui est accès aux soins non programmés. Donc, on va prioriser, surtout en premier lieu, ces solutions numériques qui trouvent un usage dans ces parcours. Okay. On va travailler en partenariat avec un consortium. Donc, Platine, c'est un consortium avec une gouvernance par consortium. On est en partenariat avec iCareLab, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est émergence des besoins. Ils font les hackathons. Chaque fois, une fois par an, ils font un hackathon sur Lyon pour vraiment travailler l'émergence des besoins, l'idéation des solutions. Donc, eux, ils ont une vraie compétence là, et avec beaucoup de partenariats dans la métropole, comme DCS Sahara, comme les CPTS, etc., comme d'autres établissements de santé. Pulselis, qui est le SAT, donc accélérateur de technologie. Donc, Pulselis aide la structuration des startups, notamment dans le numérique en santé. Donc, Pulselis vont encourager les startups de venir sur Platine pour les phases de test des prototypages, test des solutions en situation réelle, etc. On est en partenariat avec Lyon Biopôle, j'imagine que tout le monde connaît Lyon Biopôle, qui aussi aide à structurer la croissance des entreprises en santé. Et donc, eux aussi, ils vont recommander que les entreprises contactent Platine s'ils ont besoin de faire une expérimentation en situation réelle. Et nouveau partenaire, c'est Immunologique, qui sont vraiment spécialisés dans la santé numérique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur du consortium. Et puis, on va travailler avec d'autres partenaires que vous pouvez voir avec les logos qui sont sur l'écran. Donc, voilà. Donc, passons à la processus structuré d'évaluer la faisabilité d'un projet. Donc, on a travaillé avec justement iCareLab pour mettre en place une méthode d'évaluer les projets qui est unique et développée sur mesure pour Platine. Ce qu'on fait, c'est un entretien avec les porteurs de projets qui est aujourd'hui largement représenté par des startups de la région, mais pas que. C'est des startups qui viennent de Paris et maintenant on voit des startups qui sont basées dans d'autres pays européens. Donc, c'est les entreprises et les porteurs de projets qui viennent avec un besoin de vouloir expérimenter leurs solutions dans un établissement de santé. Et nous, on va faire un entretien avec eux pendant 2 heures pour regarder à quel niveau de la maturité est le projet, avec une sorte de grille, un questionnaire qui nous permet à la fin de positionner le niveau de maturité de la solution 1 à 9. Donc, c'est basé sur une méthodologie qui est ancrée dans le Living Lab Santé Autonomie. Et donc, à la fin de cet entretien, on va dire, la solution qui cherche à être testée, c'est sur niveau 4, 5, c'est un prototype, ou c'est niveau 6, 7, ils ont besoin d'une sorte d'expérimentation de valider la solution sur une échelle plus importante. Donc, pour donner des exemples concrets de comment ça se passe, je vais vérifier le temps. Si on est sur un projet qui a un niveau de maturité de 1, 2 ou 3, c'est vraiment une maturité en amont. On est sur l'idée, l'invention, la faisabilité, l'exploration, l'émergence des besoins. Et souvent, ce qu'on va entendre dans l'entretien, c'est que la start-up ou le porteur a besoin d'identifier et rencontrer les usagers ciblés, c'est-à-dire les professionnels de santé qui vont être en finaux les usagers de la solution. Ils ont besoin de comprendre, valider ce qu'ils ont compris par rapport à les besoins usagers. Peut-être ils ont déjà fait les études de marché ou quelques focus group, mais avec une audience limitée.
C'est peut-être quelqu'un, un médecin interne qui a fait une thèse et qui dit bah, moi j'ai rencontré ce problème et ça a été un problème de moi, donc j'ai décidé d'inventer une solution numérique. Mais maintenant j'ai besoin de savoir que c'est pas que moi qui trouve cette solution intéressante. Il faut créer une cahier de charge de développement parce qu'une idée, c'est pas un produit. Donc, comment on va transformer une idée, un concept vers un POC, une preuve de concept ou un produit. Et puis, comprendre l'environnement réglementaire. C'est-à-dire, est-ce que la solution envisagée est un dispositif médical numérique ou pas? Et puis, on peut vraiment commencer à faire les premières challenges de l'hypothèse du business model. Comment ce produit va permettre de générer un revenu. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin derrière qui va être le payeur de cette solution. Donc, ce qu'on va pouvoir faire pour accompagner ces types de projets en TRL très bas, c'est qu'on va chercher les usagers, les professionnels de santé ou les associations des patients, par exemple. On va les recruter dans le sens de, si ça les intéresse, participer dans une focus group pour explorer les besoins, challenger les perceptions du startup. On peut faire les ateliers de scénariser l'usage, construire un cahier de charge de développement s'il s'agit de développer un logiciel, mettre en contact avec les experts réglementaires, justement pour débattre, clarifier le statut de dispositif médical, oui ou non, quelle classe, et envisager. Et on peut commencer à éventuellement développer le plan d'évaluation usagère. Les tests d'usabilité basés sur les méthodes qui sont décrites dans l'ingénierie de l'aptitude à utilisation. On va faire tout ça avec nos partenaires, notamment IKEA Lab, qui sont vraiment spécialisés dans ces phases très en amont. Je vous donne un exemple où j'ai le nom est confidentiel, on a signé un code de confidentialité. C'est une start-up mise en place en 2020, excusez-moi, donc 3 ans maintenant, qui développe un dispositif médical. Donc là, ils sont sûrs de développer un dispositif médical. Ils ont développé ça pour le marché vétérinaire. Donc, au niveau de le niveau de la maturité pour un usage humain, c'est très bas. Ils n'ont rien fait chez l'homme. Donc, ce dispositif qui est une partie hardware-software permet à faire un monitorage des signes vitaux en ambulant, ce qui est assez innovant. Et c'est une boîte qui est très petite, puisque c'était développé pour un usage vétérinaire. Et la start-up cherche à positionner, vraiment ils cherchent à savoir s'ils vont se positionner dans la neurologie, dans la douleur, dans l'anesthésie. Donc, il faut qu'ils ont une découverte de quel est le meilleur usage chez l'homme de leur technologie. Quel est l'usage plus pertinent de leur technologie? Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est les mettre en relation avec les cliniciens. Et les cliniciens qui s'intéressent à développer un partenariat ou une relation avec cette start-up pour valider les besoins usagers, participer dans les ateliers de scénarisation, rédiger les cas d'usage et peut-être éventuellement aller vers la mise en place des premières investigations cliniques pilotes chez l'homme. Si on est sur un projet où la maturité c'est un petit peu plus élevé, où il y a un prototype, souvent le besoin c'est que le start-up dérisque le projet, dérisque d'aller plus loin avec les tests des prototypes, dans les crash tests, premiers tests usagers, et pour récolter les premières expériences usagères et confirmer la performance et l'utilité du prototype par rapport à les premiers indicateurs de performance et de sécurité qu'ils ont pu établir au niveau technique, cahier de charge technique. Et puis après, construire le plan de développement sur le cadre réglementaire. S'ils vont aller vers une certification dispositif médical, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et souvent, à cette époque-là, il faudrait sécuriser un financement assez conséquent pour pouvoir mettre tout ce développement en place. Nous, au niveau de Platine, ce qu'on peut faire pour accompagner ça, c'est de trouver les terrains et les lead users pour tester ce prototype, mettre en place une
prototype, excusez-moi, un protocole de test, test UX, test expérience usagère. Voilà, donc si il faut mettre en place un environnement informatique spécial pour pouvoir tester cette développement, cette innovation numérique, bah ça, on peut faire par une étude de faisabilité. Est-ce qu'il faut mettre en place une machine virtuelle? Est-ce que c'est possible de tester ça dans un environnement aux hospices, on a Easily comme dossier patient informatisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir tester ça dans un environnement Easily bac-à-sable? Et donc, on va regarder les éléments d'interopérabilité, etc. Si on est plutôt sur on est aussi sur un dispositif qui nécessite une validation clinique, on va commencer à mettre en contact avec les experts en protocole, développement de protocole d'investigation clinique. On peut aussi être un partenaire pour déposer un appel à projet, obtenir le financement en collaboration avec les startups ou orienter vers d'autres autres formes de financement pour pouvoir développer le produit. Très rapidement, là, je donne un exemple d'un projet qui est à peu près à cette phase-là, d'une start-up qui était fondée en 2022. C'est une start-up qui développait un logiciel en forme de SaaS. Ce n'est pas un dispositif médical aujourd'hui. Donc, ils ont développé une preuve de concept qui permet à regarder les informations sur le dossier patient informatisé de manière beaucoup plus ergonomique. Donc, ça part de la data visualisation et cible un usager de professionnels de santé, des cliniciens, sur le principe ou sur les réclamations que ce logiciel va permettre de gagner du temps pour les cliniciens qui ont beaucoup d'informations à synthétiser, à regarder sur les écrans. Donc, c'est une nouvelle forme de regarder les données. Et en fait, ce qu'ils cherchent sur cette première phase d'expérimentation, ce qu'on déroule dans la direction des informations médicales, c'est un premier retour usager. Est-ce que ça marche? Quelles sont les pistes d'amélioration? Quels sont les premiers retours d'expérience usagère avant d'aller à une expérimentation plus large, plus conséquente, avec plus d'usagers? Pour faire cette expérimentation, il a fallu mettre en place une machine virtuelle pour installer le logiciel de manière complètement sécure, qui puisse traiter les données des patients de manière anonymisée et sécurisée au sein de l'hôpital, puisque bien sûr, il faut qu'on sécurise les expérimentations qui nécessitent accès à des informations données de santé des patients. Je vais plus rapidement parce que je vois que le temps passe. Si on est sur un projet qui nécessite une validation, là, ce qu'on va chercher à mettre en place, c'est une expérimentation plus conséquente, plus des usagers. La situation, c'est souvent plus complexe au niveau des différents profils des usagers, nombre des usagers, et on va construire le projet d'expérimentation avec l'entreprise et avec les usagers pour bien choisir quels sont les indicateurs de performance. Encore une fois, ce n'est pas une performance clinique, parce que si c'est une évaluation clinique, ça va poursuivre un flux de mise en place d'une investigation clinique particulière. Mais nous, on est vraiment sur les validations de performance, de sécurité, du usage, et éventuellement une étude d'impact organisationnel, ou impact sur les usagers individuels ou collectifs, etc. Là, pour donner un exemple, on est en discussion avec une entreprise qui avait développé un dispositif médical pour l'usage dans le télémonitoring qui permet à faire la récupération après chirurgie à domicile. Donc là, on est sur les premières discussions, on a trouvé un service qui s'intéresse à tester, et là, on est en train de vraiment co-construire la définition de l'expérimentation qui va à la fois porter sur une investigation clinique
L'entreprise cherche à faire une vraie investigation clinique, mais on va aussi essayer d'expérimenter sur l'acceptabilité de la solution au niveau de l'impact organisationnel sur l'unité de soins. Okay. Si on est sur une solution qui est plutôt sur une phase mature, donc 8-9, la solution est en production, voire déjà commercialisée et sur le marché. Souvent, l'entreprise cherche à convaincre les établissements de santé, les directions d'achat, d'acheter le produit parce qu'ils ont déjà dépensé beaucoup de l'argent sur son développement et mise au marché. Et là, ils ont besoin de générer du chiffre d'affaires. Donc là, on passe pas mal de temps à en fait sélectionner les projets qui sont plutôt vraiment sur une étude pilote, expérimentation, que plutôt les solutions qui cherchent uniquement à vendre les solutions. Là, les entreprises cherchent à augmenter les usagers souvent, surtout s'ils sont plutôt sur le modèle d'usage freemium, des plateformes qui disent que les professionnels de santé puissent utiliser les solutions gratuites. Et il y a d'autres flux revenus qui vont payer et ils ont besoin de générer des usagers. Parfois, ils ont besoin d'acquérir des données pour que le modèle économique fonctionne. Souvent, ils cherchent à s'associer à la marque HCL. Parfois, c'est une amélioration de la performance par l'usage. Donc, pour améliorer la performance itérative, ils ont déjà lancé un V1 de la solution, ils vont chercher à développer le V2 via une expérimentation usagère qui permet d'identifier les pistes d'amélioration. Et là, on va appuyer sur les expertises qui sont aux HCL, dans les directions d'innovation, direction des recherches en santé, au niveau de comment évaluer l'impact organisationnel et médico-économique. On est en train de regarder si on peut développer une approche qui s'appelle Quick Health Technology Assessment. Et puis aussi, il y a une mise en relation avec les directions d'achat qui ont les moyens de mettre en place certains contrats spéciaux, partenariats et innovation. Si on trouve, bien sûr, les usagers aux HCL ou ailleurs qui sont vraiment intéressés à mettre en place un partenariat avec l'entreprise. Et là, pour donner un exemple, on a Care Syntax qui était une start-up, qui n'est plus une start-up, mais qui était achetée par le groupe Reliance, qui sont spécialisés dans les plateformes de gestion vidéo en bloc opératoire. Eux, ils sont sur un projet d'équipement d'installation de ces plateformes dans les nouveaux blocs chirurgicaux en ophtalmologie à l'hôpital Édouard Herriot. Donc, c'est la première fois que cette plateforme gestion vidéo va utiliser dans les chirurgies ophtalmologiques en France. Et du coup, on est aussi en train de discuter avec Care Syntax de faire un projet de collaboration en recherche clinique avec le professeur Berion et le professeur Dott. Donc là, le rôle de Platine, c'est d'être le porte d'entrée. Une fois que si ce projet est concrétisé au niveau d'une recherche en collaboration, recherche clinique, ça va être pris en charge par les directions de recherche des hospitaliers de Lyon. Okay. Voilà. Juste très rapidement, au niveau de qu'est-ce qu'on observe depuis un an d'activité de Platine, au niveau de la segmentation de marché, il y a deux grands segments de marché. Il y a les solutions qui interviennent sur la prise en charge du patient. Et on voit beaucoup d'activités dans aide à diagnostic, aide décision thérapeutique avec l'intégration d'intelligence artificielle dans les solutions. Et puis aussi dans la télésurveillance, TS et télésurveillance pour le suivi des patients avec les maladies chroniques ou post-chirurgie, etc. Et le deuxième gros segment, c'est les solutions numériques qui interviennent sur l'organisation et la gestion hospitalière. Et là, on voit qu'il y a des solutions qui intègrent l'intelligence artificielle. On voit beaucoup de solutions de prédiction, optimisation d'usage des ressources, des flux patients, les prédictions d'usage des blocs opératoires, optimisation des blocs opératoires, etc. Donc, il y a beaucoup des startups qui sont positionnées dans ces marchés-là.
et tout le monde cherche à expérimenter les solutions à l'hôpital. Bon, je vais terminer là, puisque comme ça, je vous laisse le temps de me poser des questions. Voilà, OK? Parce que je pense que j'ai fait la plupart des informations. Merci beaucoup, Sophie. Je vais tout de suite te poser une question qui a été posée dans le chat, qui demande en gros, vous avez développé une plateforme qui rend des grands services aux industriels, enfin, qui peut beaucoup permettre aux industriels d'aller valider, tester leurs solutions dans la vraie vie des Hospices Civils de Lyon. Et la question est, qu'est-ce que les HCL gagnent à développer cette plateforme? Qu'est-ce que les HCL gagnent? Ben, encore une fois, les solutions qu'on va tester, il faut qu'on trouve les terrains et les usagers qui souhaitent bien les tester. Ça veut dire que les usagers voient qu'il y a un intérêt à tester la solution. Soit que c'est une solution éventuellement, mais pas garantie, qu'ils aimeraient bien acquérir dans un futur temps, via un processus, bien sûr, d'achat qui est assez complexe, ou que ça va générer un savoir-faire particulier en soins qui va les aider. Ou ça peut aussi générer une façon de réinventer l'organisation des soins. Ça va les permettre de voir comment eux peuvent réorganiser les soins, améliorer les soins. Mais il faut que les usagers et les terrains reconnaissent qu'il y a une valeur créée grâce à cette expérimentation. On ne va pas pouvoir soit vendre une expérimentation qui n'a pas de sens ou imposer une expérimentation qui n'a pas de sens. Donc, il y a forcément une valeur qui va être créée dans le terrain. Et j'imagine que l'offre proposée par les HCL via Platine est une offre payante, quoi. Enfin, les startups doivent trouver des fonds pour… Alors, les startups doivent trouver les fonds. Oui, ils doivent trouver les fonds. Ce qui est le problème de modèle économique aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de fonds. C'est les startups. Donc, ils ont beaucoup d'innovations, de ruptures, beaucoup de compétences techniques, mais ils n'ont pas de fonds. Donc, ça, c'est un vrai challenge pour le modèle économique et le fonctionnement du plateforme. D'où la raison pourquoi le gouvernement aide la structuration des plateformes et aide financièrement des tests d'expérimentation. Mais une fois que ces plateformes sont structurées, je pense qu'on va être plus performant à chercher les financements en partenariat. On va aussi, il y a d'autres modèles de financement. Par exemple, je n'ai pas parlé, mais il y a Coalition Next, qui est une coalition entre les hôpitaux, les industriels et les startups, où en fait les grands industriels comme GE, comme J&J, comme Philips, ils peuvent mettre en commun leurs moyens, donc mutualiser les financements. Et quand ils voient qu'une startup a développé quelque chose d'intéressant et qu'il y a un hôpital qui veut être le terrain, bah, eux, ils vont financer les expérimentations. Donc, il y a les modèles qui sont en train d'être développés, qui vont permettre à financer ces expérimentations. Après, si l'hôpital voit qu'il y a un vrai intérêt à peut-être faire une sorte de deal sur la propriété intellectuelle du start-up et que le start-up elle est d'accord, ben on peut faire une sorte de valorisation de l'apport de l'expérimentation des HCL. Donc, voilà, avec une contribution de partage des propriétés intellectuelles. Donc, il y a des différentes solutions. OK. Et pour les patients qui sont dans les services qui testent des dispositifs numériques, par exemple, dans le cadre de collaboration via Platine, est-ce qu'on est dans le régime de l'essai clinique avec consentement, avis du CCPPRB, etc. Alors, si l'objectif, par exemple, si c'est dans le cadre d'un protocole d'investigation clinique et que c'est pour un objectif clinique, donc objectif primaire, secondaire, clinique, performance clinique, oui, il faut que, d'où la raison où je suis en contact avec le DRS et Aïe.
J'ai peur qu'on n'ait pas la réponse complète à cette question. Oui, malheureusement, c'est comme tout à l'heure. Le réseau de Sophie Comte a à nouveau sauté. Ok, bon. Bah écoutez, je suis désolé, du coup, je vois qu'il est 13 h, donc on va se passer de la réponse complète à cette question. Le temps qu'elle se reconnecte, etc., ça nous fera trop déborder. Quand même, je remercie vraiment chaleureusement Sophie Comte et Stéphanie Lyon de nous avoir fait ces présentations. Je crois que l'idée, c'est de ne pas hésiter à les contacter. Sophie, on vous a retrouvé? Là, oui, je suis là, je suis revenue. Ok. Donc, excusez-moi pour le problème. Je disais, oui, absolument. De toute façon, c'est quand on évalue la faisabilité du projet, on va regarder tous les aspects qu'il faut mettre en place par rapport à le cadre d'évaluation. Si c'est un cadre investigation clinique, si c'est un cadre ingénierie d'aptitude à utilisation, etc. Ok. Ok. Donc, en fait, j'étais en train de conclure parce que on est arrivé à la fin de notre séance. Donc, encore une fois, merci à toutes les deux. Et puis, j'encourageais les participants à vous contacter l'une ou l'autre pour s'ils ont des projets ou des idées. Le prochain mardi de la CIA, a priori, c'est en décembre parce qu'on a un petit trou dans la programmation pour le mois prochain. Voilà, venez nombreux. Je ne sais plus, ça sera le deuxième mardi de décembre avec quelqu'un qui nous vient de l'Institut Imagine pour faire une présentation. Voilà, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir.